Bien, bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier la Cour d'appel et en particulier Madame Emlinger qui nous accueille sur une thématique aussi riche, aussi intéressante, aussi porteuse et de remercier également tout spécialement Madame la directrice de l'IERDJ que je trouve que c'est un acronyme assez facile à prononcer. Je trouve que ça coule assez bien, donc peut-être qu'il n'est pas utile d'en changer. Voilà, on le retient bien. Pour avoir choisi de travailler sur cette thématique et d'avoir fait appel, vous l'avez dit, à des intervenants très diversifiés, avec, je l'espère, toute la richesse des débats qui vont éclore. Vers un droit des biens communs, c'est l'introduction qui sera la nôtre pour ces quelques minutes. Cette question a émergé naturellement dès notre premier échange avec Florence Noir, qui a porté cette journée. Il apparaît que, quelle que soit la facette sous laquelle on envisage le bien commun, et ces facettes sont, on le verra, multiples, toutes conduisent à ce questionnement. Nous dirigeons-nous vers un droit des biens communs, vers un corps de règles qui porterait spécialement sur les biens communs? Si l'on résume à l'extrême notre problématique, elle n'est autre que celle, très classique finalement, de conflits d'usage sur des choses que l'on définirait ou, soyons plus neutres, que l'on identifierait comme communes afin de leur apporter un traitement spécifique, voire un traitement original, tant l'aventure nécessitera à la fois audace et opiniâtreté. Alors, dès la question posée, on ne peut qu'être saisi par le caractère vertigineux de cette entreprise. Vertigineux tout d'abord en raison de l'extraordinaire diversité des compétences à solliciter pour traiter de ce sujet. Si à travers ce colloque, c'est principalement l'œil du juriste qui nous donnera une compréhension des communs, en réalité, peu de champs disciplinaires restent en retrait de ces interrogations. Les disciplines techniques, les sciences dites exactes, mais aussi celles qui le sont moins, les sciences de la terre, du vivant, les sciences économiques. On a déjà parlé des travaux d'Elinor Ostrom, on la citera très certainement encore. Ces sciences sont au premier chef sollicitées, c'est vrai. Mais ces compétences primaires ne doivent pas éclipser celles sans lesquelles rien ne se fera. Les sciences cognitives en particulier, l'anthropologie, la philosophie, la linguistique, l'histoire et la circulation des idées, la sociologie, la psychologie de l'individu comme celle du groupe, les neurosciences aussi, car nos cerveaux doivent sans doute se préparer à prendre la pleine mesure de leurs capacités et peut-être se conditionner à penser différemment. Il faudra donc mobiliser toutes les forces de la connaissance pour ne serait-ce qu'espérer une convergence vers peut-être l'acceptation d'une démarche systémique des biens communs. Vertigineux également, car on comprend instinctivement que la notion de bien commun, pour avoir une efficience, elle doit s'étendre à l'échelle de la planète. En réfléchissant à cette introduction, m'est venue à l'esprit, non pas l'image de l'index placé sur une carte, le fameux « vous êtes ici » que nous connaissons tous, mais sa version plus moderne, vous savez, l'épingle rouge de Google, avec sa vision en plongée vers la Terre depuis l'espace. Et dans cette perspective, l'entreprise semble démesurée. Envisager aujourd'hui, dans ce lieu, un droit des biens communs, c'est assurément une mission écrasante. Vertigineux donc par la folle complexité de la tâche qui nous attend. C'est la raison pour laquelle, devant de tels défis, je m'en tiendrai, avant de présenter nos intervenants à cette première table ronde, à des questions d'une simplicité rudimentaire. Quoi ? Pour qui? Pourquoi? Et surtout, comment? La première question, quoi, est triple. D'une part, qu'entend-on précisément par bien commun?
Est-on en capacité d'en donner une définition acceptable par tous ceux qui sont intéressés par la notion, à savoir potentiellement la planète entière? Comme l'ont mis en évidence Kyriacy, Van Trup puis Bishop dans les années 70, un bien commun n'est pas la propriété de chacun, mais repose plutôt sur l'idée d'une utilisation raisonnée et réservée des ressources par un groupe déterminé d'utilisateurs. Ce qui nous amène à la question de savoir quels sont ces biens communs. Alors, peut-être que, quitte à sacrifier à la stricte rigueur scientifique qui caractérise l'universitaire, la définition d'un pourtour exact des communs n'est pas une condition indispensable pour réfléchir à un droit qui leur serait destiné, ou que, tel le domaine public virtuel, on pourrait définir des biens communs par anticipation. Mais, bien entendu, je laisse le soin à nos intervenants d'évoquer ce périmètre. Enfin, quelle est la nature, les natures sans doute, des droits à ériger? Quelles techniques juridiques peuvent être mises au service de cette cause? Est-ce la propriété, la domanialité, un démembrement, un usage, une servitude, une obligation réelle, ou au contraire une charge, un accès, une fiducie, un volume, autre chose? Tout est ouvert. Seconde question, pour qui ce champ juridique serait-il généré? Vraisemblablement, il faut raisonner sur une échelle de divers groupes de bénéficiaires. Si l'on conçoit que l'humanité tout entière est intéressée par le maintien de tel écosystème ou la préservation de la qualité de certains éléments, des éléments vitaux comme l'eau ou l'air, il est probable que coexistent, aux côtés de cette universalité, d'autres groupes plus ou moins épars et restreints, par exemple géographiquement ou culturellement, susceptibles de faire valoir eux aussi certaines prérogatives sur la chose dite commune. Et il faut bien entendu se référer à une échelle de temps incluant, on l'a dit, les générations à venir. En ce sens, la perspective d'un futur lointain présente une sorte de ligne de fuite, certes vague, mais néanmoins cohérente avec la démarche. Au-delà de ces bénéficiaires, plus ou moins déterminés, mais classiquement dotés de la personnalité juridique, la question se pose du statut juridique de certaines entités. Le monde animal, tel écosystème, certaines zones géographiques, etc. Et c'est ici la question des classifications qui est soulevée. Or, comme chacun sait, c'est dangereux de toucher aux classifications. Elles aussi, elles sont sensibles au dérèglement. Et il faudra veiller à les utiliser sans trop les dénaturer. La troisième question, pourquoi, est celle de la finalité du concept de bien commun. C'est bien entendu s'intéresser à la préservation de l'homme à travers celle des communs. Mais pas seulement. La protection des ressources naturelles pour la survie de l'espèce n'est pas la seule en cause. Tous les biens communs ne visent pas cette fonction. On peut vivre sans vestiges archéologiques, on peut vivre sans œuvres d'art, mais franchement, que deviendrions-nous sans ces témoignages, sans ces preuves de notre humanité? Préserver l'intégrité de biens aussi divers est notre devoir, certes, mais cela ne représente que le degré minimal de la protection recherchée. Alors j'en terminerai par la question la plus délicate, comment? Comment dompter autant de considérations dans une situation d'urgence? À l'échelle interne, dans un système qui protège déjà ces biens virtuellement communs, il est permis de penser qu'une protection efficace pourra être mise en place. Mais est-ce que ce sera le cas dans tous les systèmes juridiques? Et en définitive, ne suffit-il pas de quelques, sinon mauvais élèves, du moins quelques mauvaises grâces, pour que la démarche dont procède notre journée d'études soit vaine ou de portée limitée? L'idée d'un droit des biens communs nous oblige à renouveler notre approche sur la façon dont les instances nationales et internationales peuvent agir. Des organes, évidemment, comme l'ONU et ses émanations ont incontestablement un rôle à jouer. Mais le contexte international a considérablement évolué depuis la création de l'ONU. Et bien entendu, il n'aura échappé à personne que certains équilibres sont en train de changer et, je le crains, pas forcément en faveur des biens communs.
Le concept des biens communs peut-il fédérer? Devons-nous définir un droit commun et un droit spécial des communs? A-t-on encore le temps de privilégier un droit souple? Comment coopérer pour parvenir à un ordonnancement, à des prescriptions, à des juridictions fonctionnelles? Les interrogations, évidemment, sont innombrables. La qualité des interventions et des échanges va nous entraîner vers un monde que l'on veut meilleur. Il ne faut pas oublier, pour garder notre esprit scientifique et un certain réalisme, qu'il s'agit d'un domaine d'études très politique et donc hautement clivant. Et il ne faut pas ignorer non plus ce que j'appellerais la puissante charge liberticide portée par la notion de bien commun, pour les individus et pour les États. Au premier rang se situe, on l'a dit, la mise en cause du droit de propriété. Sa confrontation avec le concept de bien commun portera chacun à s'interroger sur la réalité de son droit de propriété. Se pourrait-il que ce droit, que l'on a voulu affirmer aussi exclusif et absolu, ne soit qu'une fiction, qu'un artifice du droit, lequel devrait aujourd'hui céder la place à, peut-être, une nouvelle fiction? Pour aborder ces questionnements autour de cette première table ronde, quatre intervenants éminents et chevronnés, qu'ils me pardonnent par avance de ne citer que quelques-unes de leurs nombreuses qualités. Judith Rochefeld, professeure à l'école de droit de l'Université de Paris 1, et Marie Cornu, directrice de recherche au CNRS, partagent toutes deux une implication très forte sur le sujet, puisqu'elles sont notamment auteurs d'un dictionnaire des biens communs au PUF, très récemment réédité, et ont dirigé avec le professeur Gilles Martin de la 3e table ronde, on a dit, le GIP, Mission de recherche, droit et justice, un important travail sur l'échelle de communalité, aboutissant à des propositions de réforme pour intégrer les biens communs en droit. Elles vont nous parler, pour Judith Rochefeld, des critères permettant de définir la communalité, ainsi que ce qui permet de souder chaque communauté, à savoir l'intérêt commun. C'est alors que Marie Cornu interviendra pour témoigner de la façon dont s'exprime cet intérêt commun à travers les instances de communalité. Le troisième intervenant de cette table ronde, Noé Wagner, professeur à l'université Paris-Est-Créteil, était associé aux travaux du même GIP et c'est vers les sujets d'accès, d'ouverture et d'inclusivité à l'égard des communs qu'il orientera le propos. Enfin, Sonia Gemini-Wagner, avocate générale à la Cour de cassation, spécialisée, entre autres, dans les questions européennes et leur articulation avec les instances juridictionnelles, axera la réflexion sur les droits des générations futures. Dans ce qu'il est devenu courant de nommer la tragédie des communs, j'espère que tous nos intervenants de la journée démentiront un vers de Corneille qui ne cesse de me pétrifier. L'issue en est douteuse et le péril certain. Merci d'inverser cette funeste tendance. Merci à tous. Et je passe la parole à professeur Judith Rochefeld. Bonjour, merci à tous. Merci Madame la Présidente. Merci pour votre accueil à la Cour d'appel. Merci aux organisatrices. Ce fut un lourd travail de nous réunir tous. Et puis merci à l'IERDJ, moi aussi j'arrive très bien à le dire, qui a financé effectivement cette recherche, ce groupe de travail qui a abouti précisément à ces propositions de réforme pour intégrer les biens communs. Je salue tous les membres du groupe qui sont dans la salle. Je vais essayer de répondre à vos questions très très brièvement, puisque le temps de parole, et c'est heureux, est limité. Peut-être au préalable, pour tenter effectivement de définir de façon large ce que l'on pourrait entendre par bien commun, et mentionner peut-être que dans notre esprit, ou dans l'esprit, je dirais, général, cela renvoie à un bien ou une ressource, parce qu'on n'a pas d'autre terme que ce terme un peu économique pour dire qu'on vise aussi des choses non appropriées. Donc un bien ou une ressource, appropriée ou non, qui présente pour une communauté donnée un intérêt collectif indivisible, parce que l'intérêt commun n'est pas l'intérêt individuel adjoint, c'est un intérêt collectif indivisible, qu'il soit, et vous en avez mentionné certains, culturel, écologique, de santé, vital, historique, scientifique. On aura l'occasion de parler de plusieurs intérêts communs aujourd'hui. Pour vous donner deux exemples
qui sont pleinement dans l'actualité. On a, pendant la crise Covid, beaucoup parlé du vaccin bien commun et on aurait pu discuter longuement de ce que cela impliquait, cette proclamation, où on parle désormais de l'eau, puisque sa raréfaction nous donne l'occasion de prendre pleinement conscience qu'il y a derrière cette eau un intérêt vital. On parle désormais de l'eau, même dans notre pays européen qui n'en parlait pas comme ça, de l'eau comme un bien commun. L'exemple historique qu'on avait l'habitude de prendre, je le redonne puisque ça ne se limite pas, juste pour démontrer que ça ne se limite pas évidemment, et le patrimoine archéologique le démontrera aussi, à des biens dits écologiques ou environnementaux. On prenait comme exemple type, avant tous ces renouvellements, les monuments historiques qui, du fait d'un classement dans cette catégorie, sont soumis à un régime particulier. On voit là apparaître l'une des implications de reconnaissance de cet intérêt commun, mais j'y reviendrai, qui se teinte, un régime qui se teinte effectivement de limites à la propriété privée, puisque le propriétaire, qu'il soit public ou privé, est soumis à certaines contraintes dans une visée, j'y reviendrai, de préservation de son bien pour les générations présentes et pour les générations futures. Donc la conséquence de cette reconnaissance de composantes d'intérêt commun tient à la place que va prendre dans le régime de ce bien ou de cette chose, encore j'insiste, puisque nous avons les choses communes, cette très belle catégorie des choses communes, place que va prendre l'intérêt commun aux côtés de l'intérêt individuel du propriétaire ou de l'intérêt public, qu'on a l'habitude d'appeler public, et on fera une place, en fait, si l'on veut un peu cartographier, je dirais, les directions de l'intérêt commun, on fera soit une place à un intérêt d'usage ouvert à plusieurs personnes de la communauté considérée, soit à une place un intérêt de préservation de la ressource au bénéfice de la communauté donnée, ce qui n'est pas forcément la même chose. Les monuments historiques ont très peu de place en termes d'usage, font très peu de place dans leur régime à l'usage, mais davantage à la préservation au bénéfice d'une communauté donnée ou de la communauté des générations futures. Je reviendrai sur ce vocabulaire de la communauté des générations futures, ou encore, et je laisserai évidemment quelqu'un d'autre de la table ronde y revenir plus longuement, ou encore, et là on tendrait davantage vers les communs, une aspiration à un gouvernement de la chose qui soit plus distribué, plutôt qu'exclusivement concentré dans les mains d'un propriétaire privé, voire même de la puissance publique. Là, on basculerait un peu plus davantage vers le ou les communs, c'est-à-dire un gouvernement de la chose par des membres d'une communauté, mais c'est une aspiration qui est plus marginale pour le moment. Alors pour autant, c'est mon deuxième point, il n'existe pas à l'heure actuelle, ça a été l'ambition de notre travail et de ces propositions de réforme pour intégrer les biens communs, il n'existe pas à l'heure actuelle, en réponse à votre question, en droit, une catégorie juridique homogène de biens communs. Bien davantage, il existe divers agencements qui font une place à cet intérêt commun et articulent le propre et le commun. Quand un propriétaire existe, je fais un clin d'œil à la propriété privée puisque on a l'habitude de la décrire comme exclusive et comme propre. C'est un peu réducteur quand elle porte sur certains éléments dont on reconnaît un intérêt commun, puisque précisément il y aura une articulation du propre et du commun, le tout en droit positif actuel dans un assez grand désordre et pour l'heure sans systématisation cohérente. Donc notre entreprise vraiment a été de prendre toutes ces articulations existantes et d'essayer de construire ce qu'on a appelé un socle de communalité, des règles communes, une base commune, et puis de pouvoir distribuer cette base commune selon les institutions existantes. Je vous en cite quelques-unes. Les choses communes, évidemment, de l'article 714 du Code civil, on définit parfois l'air, on définit parfois l'atmosphère, voire désormais parfois le système ou le régime climatique, selon l'expression que vous préférez, comme une chose commune. Et avec cette notion, on a plutôt une orientation, puisque c'est ce que donne comme orientation l'article 714, vers l'ouverture de l'usage à tous, ce qui n'est pas
précisément dans le texte, une vocation de préservation. On a évidemment, et dans l'introduction ça a été dit très très bien de notre journée, on a évidemment ce très beau domaine public qu'on peut étendre à l'espace public. On a beaucoup réfléchi à cette notion avec sa fameuse affectation à l'usage de tous, mais effectivement des intérêts contradictoires en face de cette vocation. On a, troisième, je dirais, institution que nous pouvons saisir du droit positif pour rendre un peu de cohérence à tout ce qui existe, les composantes des différents patrimoines communs, qu'on les appelle de la nation, de l'Union européenne, de l'humanité, ou dans les termes de la charte de l'environnement de valeur constitutionnelle et dans les termes mêmes du Conseil constitutionnel désormais, de patrimoine des êtres humains pour les écosystèmes ou l'environnement selon le texte. Eux présentent davantage qu'une vocation à l'usage, une vocation à la préservation pour transmission aux générations futures, et on aura dans de multiples codes, notamment celui de l'environnement, mais évidemment dans le code et les patrimoines culturels, ces notions de patrimoine commun de la nation, et d'autres encore comme la langue ou le territoire ou le paysage. On peut également, et ça j'insiste parce que effectivement l'un des très grands griefs qu'on fait souvent à la construction de ce bien commun ou de ces biens communs, c'est, et vous l'avez mentionné, un côté liberticide. Alors, d'une part, ça n'est pas nouveau d'articuler la propriété privée avec d'autres valeurs. Et par ailleurs, des constitutions telles celles allemandes ou italiennes admettent que des devoirs pèsent aussi sur les propriétaires à une échelle constitutionnelle. Et le deuxième point, c'est qu'on oublie souvent qu'on peut, et Gilles Martin y reviendra, également volontairement se soumettre ou soumettre ces biens à un intérêt commun. C'est l'apport de la reconnaissance de l'obligation réelle environnementale, l'idée qu'on puisse volontairement affecter un de ces biens à la préservation, par exemple, des écosystèmes ou des insectes pollinisateurs, un terrain, par exemple, ou ce qui se pratique et s'articule alors que ça n'a pas été, je dirais, consacré dans le Code civil, les fiducies environnementales. Donc il n'y a pas qu'un côté liberticide d'articulation des libertés fondamentales, c'est, je le répète, un travail que sait faire et le Conseil constitutionnel et les juges, mais il y a également des volontés qu'il faut reconnaître et dont il faut permettre l'expression de soumettre volontairement ces biens à une affectation commune. Plus largement, ce qui nous est apparu, c'est que nous avions des institutions, jusqu'à la propriété privée elle-même, qui contiennent une part de communalité, que l'on parle de la propriété publique dans ses divers aspects, ou que l'on parle de la propriété privée. Et deuxième point qui m'a beaucoup frappé dans l'introduction et que je trouve très juste, c'est que sur ce domaine, nous avons besoin de transversalité. Les questions sont les mêmes, où il faut les comprendre avec, je dirais, le même prisme que l'on parle de la propriété publique, de la propriété privée ou de la non-appropriation. On est confronté au même problème. Donc, dans le rapport qu'on a appelé « L'échelle de communalité, proposition de réforme pour intégrer les biens communs en droit », nous nous sommes attachés précisément au constat de cette diversité d'agencement et à la nécessité de cohérence, de remettre de la cohérence. Nous nous sommes attachés d'abord à identifier les critères de la communalité au vu de tous ces agencements et de ce que l'on pourrait construire comme notion de bien commun, les communautés d'usage, de bénéfices, de préservation ou de gouvernement des choses que la réintégration de cette part de communalité faisait apparaître, et à construire les intérêts ou les prérogatives, voire les droits, dont les membres de ces communautés pourraient être dotés. Donc ces identifications nous ont permis de proposer, je le disais, un régime commun de communalité, un socle de communalité qui s'exprime quelque peu différemment selon les institutions que j'ai citées. Nous y reviendrons dans cette table ronde à plusieurs endroits. Alors, au titre des critères, deux critères ont été dégagés. Le premier tient, et ça tombe sous le sens puisque nous en parlons depuis le début de cette matinée, en l'affectation
d'une chose ou d'un bien à un intérêt commun, que cette affectation, je le répète, se greffe sur une propriété, publique ou privée, ou sur une non-appropriation, n'oublions pas la chose commune, et que cet intérêt commun soit plutôt orienté vers l'ouverture de l'usage, vers la conservation-préservation, ou encore vers un gouvernement commun de la ressource. Par exemple, si je reprends mon exemple de soumission volontaire à une obligation réelle environnementale, j'espère ne pas empiéter trop sur les propos de Gilles, si j'affecte un terrain à la préservation d'insectes pollinisateurs, c'était mon exemple, je reconnais et consacre l'affectation à un intérêt commun écologique tourné vers la préservation, ça c'est volontaire, mais dans mon autre exemple des biens culturels, monuments historiques par exemple, j'ai une affectation plus subie par le propriétaire pour des raisons également de préservation. Le second critère, là il marque pleinement, je dirais, la part de communalité, c'est le critère de l'inclusivité. L'idée que, alors qu'on décrit souvent notamment la propriété privée comme totalement exclusive, il y aurait dans ces agencements, une fois reconnu l'intérêt commun, l'absence de la capacité d'exclure totalement autrui des utilités de la chose. Et dans ces agencements, tels qu'ils ont été évoqués, il existe donc une vocation à inclure plusieurs autres personnes dans l'usage d'une chose, dans la vocation à bénéficier de la préservation de la chose, ou encore dans la vocation à participer au gouvernement de la chose, et donc aucune possibilité d'exclure complètement autrui. À partir du moment donc où il y aurait affectation à un intérêt commun, on aurait, si on prend l'exemple de la propriété privée qui est la plus, je dirais, décrite comme exclusive, on aurait cette vocation d'autres personnes, attention, je n'ai pas dit droit, hein, j'ai dit vocation d'autres personnes, à pouvoir avancer soit un intérêt d'usage, soit un intérêt de préservation, soit un intérêt de gouvernement. Ces critères posés, on le voit, ils impliquent une chose, en conséquence, ils impliquent de considérer davantage qu'on ne le fait dans notre droit positif actuel, dans notre habitude de réflexion, il nous impose de considérer davantage le revers de la propriété ou le revers de la non-propriété dans la chose commune, c'est-à-dire de cartographier des tiers intéressés. Encore une fois, je n'ai pas dit des tiers ayant directement des prérogatives juridiques qui seraient des droits, mais des tiers intéressés, donc les communautés intéressées par l'intérêt commun. Et dans le rapport, dans notre travail collectif, nous en avons cartographié 3. Marie y reviendra, Marie Cornu y reviendra, en ajoutant quelques subtilités, mais les 3 grandes que nous avons cartographiées sont les communautés bénéficiaires, celles qui bénéficient de l'usage, de la préservation de la chose ou encore d'une participation au gouvernement de la chose. Et nous en avons une qui est en pleine expansion et en pleine juridicisation actuellement, alors que on en parlait depuis les années 70, voire 80, comme possiblement juridicisable, mais ça ne s'est pas fait jusqu'à présent. Nous avons, et Sonia Wagner y reviendra, nous avons la juridicisation des générations futures, c'est-à-dire le fait qu'on reconnaisse qu'il y a une communauté bénéficiaire qui s'appelle Génération Future, consacrée notamment par la décision totalement historique de la Cour constitutionnelle allemande du 24 mars 2021 et suivie en cela par le Conseil constitutionnel français, qu'elle bénéficie à propos du système climatique d'un devoir de protection qui impose aux législateurs ici allemands de prendre en compte leurs intérêts et, dans une solidarité intergénérationnelle, de mettre la charge très rapidement sur les générations présentes plutôt que de faire peser les réformes à après 2030 et à faire peser les charges sur les plus jeunes ou les générations futures. Mais plus prosaïquement, on en connaissait d'autres, c'est-à-dire les riverains d'un cours d'eau ou les personnes voisines de sources d'eau, les communautés d'habitants, les communautés de malades, les communautés plus... Et effectivement, l'articulation des échelles est très compliquée.
la communauté humanité, qui a été cartographiée en droit international public dès les années 1970-80 comme une très grande innovation qui n'a pas eu d'effectivité, la communauté humanité ou la communauté des êtres humains, d'eux-mêmes, est en train de revêtir une certaine juridicité. Et là, je fais allusion à la décision du Conseil constitutionnel français du 31 janvier 2020, quand il a reconnu, en tant qu'objectif de valeur constitutionnelle, mais on espère principe constitutionnel bientôt, je parle sous le contrôle de Laurent Faubostier, principe constitutionnel bientôt, que la préservation de l'environnement, en tant que patrimoine des êtres humains, impliquait concrètement, par exemple, pour sa préservation, que l'on refuse des exportations de substances nuisibles, alors même qu'on les interdit en France. Donc on a une certaine juridicité de la reconnaissance de cette communauté qui ne se superpose pas, et c'est là où peut-être dans cette cour le hiatus est difficile, qui ne se superpose pas forcément à l'intérêt général national. Deuxième type de communauté, les communautés délibératives, c'est-à-dire des communautés qui, au-delà du bénéfice de l'usage de la préservation ou d'autres intérêts communs, elles participeraient à ce gouvernement de la chose, qui pourrait délibérer sur le sort de la chose, c'est-à-dire sur l'articulation des usages, sur la préservation, sur les modes de préservation, donc qui délibérerait. Et cela implique, on le connaît déjà un peu en droit de l'environnement, pas sous ce prisme, mais on le connaît quand même en droit de l'environnement, c'est-à-dire cela implique des prérogatives d'information, de consultation, de participation à l'échelle constitutionnelle, pour certaines en droit de l'environnement, mais qui ne sont pas suffisamment prises au sérieux, à mon sens, dans ce que cela implique de reconnaissance de tiers intéressés au sort du bien. Et nous avons proposé, dans les propositions de réforme, sur ce socle et constitutionnel et législatif propre au droit de l'environnement, d'étendre à tous les intérêts communs cette possibilité. Et puis enfin, les communautés de contrôle, c'est-à-dire celles qui s'assurent que l'affectation commune du bien est respectée, et ce, par diverses procédures, mais je m'arrête ici parce que je pense que Marie Cornu y reviendra bien plus précisément que moi. Alors, la redécouverte de ces agencements autour d'un intérêt commun implique d'infléchir en fait tout le régime des choses, et c'est un gros travail, et en particulier de faire une place aux intérêts indivisibles de ces communautés, de ces tiers, aux côtés, quand il existe, des pouvoirs d'un propriétaire privé ou public. En premier lieu, donc, cela implique de réfléchir au type de prérogatives juridiques que l'on octroie aux tiers, et donc que l'on réfléchisse soit à des droits réels, soit à une possibilité d'accès, soit à une possibilité de requérir la préservation de la chose. Pour aller très vite, les répercussions que cela pourrait avoir, ce serait par exemple de reconnaître en justice des intérêts diffus à la protection, à requérir l'usage ou à requérir la protection de ces choses. Et pour vous donner un exemple de ce que cela donnerait, j'aurais pu prendre l'exemple italien, on l'a beaucoup évidemment travaillé, qui a une autre définition des biens communs, fondée non sur un intérêt commun de façon générale, mais sur l'intérêt de ces choses pour l'exercice effectif des droits fondamentaux. Donc c'est une autre définition qu'a donnée la commission Rodotà. On aurait donc l'accueil d'intérêts diffus, à l'instar des systèmes ibéro-américains, et sans qu'une personne demanderesse puisse être jugée non recevable si elle demandait la préservation d'une chose. Alors je vous donne juste un exemple, celui, et je pense que Noé ou Marie y reviendront, celui du Conseil d'État belge, qui a le même code que nous, et qui, le 15 décembre 2006, sur le fondement d'une disposition du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui est libellé de la même façon que nos patrimoines communs de la nation. Donc sur cette notion de patrimoine commun de la nation, le 15 décembre 2006, le Conseil d'État belge a admis qu'une personne qui était férue d'histoire, c'était ça
le critère, puisse attaquer un permis de construire sur le site de Waterloo parce qu'elle considérait qu'il fallait préserver l'intérêt historique du site contre un projet de transformation touristique, et elle a été jugée recevable parce que patrimoine commun de la nation veut dire que cette personne, à partir du moment où elle démontre un lien quelconque avec ce territoire, ça n'était pas une habitante et ça n'était pas une voisine, puisse agir sur cette question. En définitive, et pour finir et ne pas dépasser trop mon temps de parole, les implications de cette conception générale, mais je me permets de renvoyer pour les détails à toutes nos propositions de réforme plus détaillées. Les implications de cette conception générale et de ces propositions pour réintégrer ou intégrer les biens communs dans notre droit de façon plus cohérente, c'est trois choses, je dirais. Tout d'abord, ça signifierait d'adopter des interprétations renouvelées de textes qui existent autour d'une mise en cohérence et d'agencement qui répondent aux critères identifiés, aux interrogations identifiées, c'est-à-dire notamment, par exemple, on l'a beaucoup travaillé, de prendre au sérieux les énonciations, les reconnaissances de patrimoine commun, quel qu'il soit. Deuxième, je dirais, exemple, patrimoine commun, à minima, reconnaître des prérogatives d'information et de consultation des membres de la communauté intéressée, et à maxima, systématiquement beaucoup plus, d'adopter ce socle de communalité des règles communes que l'on propose dans le rapport. Deuxième, je dirais, implication, cela implique d'avancer dans des réformes possibles pour considérer plus largement des institutions d'intérêt commun, les étendre à d'autres intérêts communs quand elles existent. Par exemple, l'obligation réelle environnementale pourrait devenir obligation réelle d'intérêt commun, ou la fiducie pourrait être étendue à l'intérêt commun écologique, par exemple. Mais ça, on en reparlera. Et troisième, je dirais, point plus général, et notre présidente de séance en faisait état, c'est vraiment effectivement une conception renouvelée du droit des biens où des intérêts communs sont acceptés aux côtés d'intérêts propriétaires individuels. La réalité est déjà celle-là, mais on a du mal effectivement à l'admettre du fait de notre histoire magnifique de la propriété privée et publique. Je vous remercie. Merci Judith Rochefeld pour cet exposé, ce premier regard sur le travail que vous avez conduit. Peut-être que je passe immédiatement la parole à Marie Cornu de manière à poursuivre immédiatement le propos. Merci Madame la Présidente, merci pour votre invitation à revenir sur les travaux que nous avons conduits collectivement. Merci. Donc, oui, merci de nous inviter à restituer ces travaux que nous avons conduits collectivement autour de la question des biens communs, proposition de réforme pour intégrer les biens communs en droit, c'est le sous-titre de notre rapport que nous avons entrepris par cette entrée de l'échelle de communalité. Bon, Judith en a parlé à propos des critères de cette échelle de communalité, et partir de cette grille de lecture de la communalité signifiait évidemment qu'on laissait de côté l'idée de dégager une notion juridique de bien commun, une notion générique à la façon dont les Italiens, la commission Rodotà, avait envisagé d'intercaler entre les biens privés et les biens publics une catégorie tierce, les beni comuni, très beau projet qui n'a pas abouti pour des raisons politiques, qui a quand même essaimé des expériences en Italie tout à fait intéressantes. Pour notre part, nous avons privilégié donc une autre voie, travailler à partir de la question de la communalité. Cela a imposé d'en dégager les traits saillants, la référence à un intérêt commun, qui trouve plusieurs traductions qui renvoient aux impératifs d'accessibilité, de conservation, de préservation de la ressource, des biens, et puis l'inclusivité, le degré d'ouverture aux
au collectif. Judith a évoqué tout cela. Et dans cet exercice, on s'est penché notamment sur ce qu'on a appelé les instances de communalité, c'est-à-dire en somme les lieux, les espaces dans lesquels se manifeste cette dimension de la communalité, s'exprime au travers d'un certain nombre de droits ou d'intérêts plus largement, cette idée d'un intérêt commun. Alors quels sont les droits reconnus aux personnes et aux groupes, aux différentes communautés aptes à faire valoir cet intérêt commun? On a bien entendu utilisé les travaux sur les communs, les travaux contemporains, les écoles de pensée sur les communs, en particulier la théorie des faisceaux de droit, qui permet précisément de sortir de cette seule lecture propriétariste des biens. La référence à la notion juridique de bien, on le sait, oriente invariablement vers la figure privative de la propriété, vers ce rapport exclusif entre le propriétaire et la chose, là où une pluralité d'autres droits ou intérêts peuvent cohabiter sur un bien, serait-il approprié? Qu'il s'agisse en l'occurrence de droits directs sur la chose, droit d'usage, droit de jouissance, droit d'accès, ou encore de droits ou d'intérêts plus diffus, intérêt à ce que la chose existe, perdure, ne s'épuise pas, soit accessible, demeure de libre accès. Cette notion de faisceau de droit a été théorisée notamment au XIXe siècle, à la fin du XIXe, par John Commons, ça ne s'invente pas, et qui nous dit ceci: la propriété n'est pas un droit unique et absolu, mais un faisceau de droits. Les différents droits qui la composent peuvent être distribués entre les individus et la société. Certains d'entre eux sont publics, d'autres privés. Certains sont définis, une partie restante indéfinie. Fabienne Orsi, qui a fait cette notice des faisceaux de droit dans le dictionnaire des biens communs, je fais un petit peu de publicité, qui a été notre co-autrice du dictionnaire, nous rappelle cette épaisseur historique de la notion de faisceau de droit, qui a été réactivée bien sûr par les travaux de Elinor Ostrom et l'école de Bloomington. Je vois Benjamin Correa, qui est un autre spécialiste des communs et qui a participé avec nous à des travaux, enfin qui a conduit des travaux sur cette question des communs et des communs informationnels. On évoquait la question de l'information comme commun. Et Fabienne nous dit ceci: cette mobilisation de la théorie des faisceaux de droit ouvre un espace original pour penser et concevoir autrement la propriété. Penser les communs dans notre esprit, précisément, devait être arrimé à cette école de pensée, à cette théorie des faisceaux de droit, mais nous avions à l'idée aussi que la chose ne devait pas être appréhendée uniquement par le canal des droits ou des intérêts exprimés par des groupes ou des personnes. Nous avions le sentiment qu'il fallait aussi considérer les choses à partir de la chose elle-même. Le besoin de regarder la chose, c'est le besoin d'envisager la façon dont elle doit être préservée, sinon intègre, du moins préservée dans la durée. Alors nous écrivions ceci dans le rapport: on restait à la question de la satisfaction de droits, aussi multiples soient-ils, sur la chose, laisse de côté une dimension essentielle, la part dans la chose, qui échappe en toute hypothèse à ses maîtrises, en somme l'intérêt de la chose elle-même, et non de ceux qui, parce qu'ils en retirent une utilité, revendiquent des droits. Il y a dans ces choses une part irréductible qui échappe à l'emprise propriétaire et plus largement qui se situe hors du champ des droits subjectifs. Elles recèlent une valeur autre que celle qui préside aux échanges. Elles sont quelque part hors du marché, hors de la propriété, ou plus justement en dehors du jeu des négociations entre titulaires de droits, ce que certains auteurs ont exprimé à propos du patrimoine commun en les qualifiant de valeurs non marchandes. Partant de là, nous avons identifié plusieurs de ces instances, mais Judith en a parlé, je ne vais pas trop y revenir, la communauté attributaire, le cercle des bénéficiaires. Vous avez évoqué aussi la pluralité de ces bénéficiaires. Ce sont des cercles à géométrie variable selon que l'on raisonne sur la ressource en eau, sur la protection d'un paysage, sur la circulation des communs de la connaissance, sur les monuments historiques. On va avoir évidemment des cercles différents, avec un élément de complexité qui est que les ressources étudiées, pour beaucoup, sont des ressources transtemporelles, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas seulement profiter au présent. Il faut intégrer le personnage des générations futures, par exemple, dans la considération des ressources naturelles ou patrimoniales. Deuxième instance, celle de la délibération, communauté délibérative. On aurait pu ajouter la
communauté décisionnaire. Alors on a contenu la délibération dans la décision, mais les deux sont très souvent découplés et qui renvoient effectivement à la capacité d'intervenir, soit dans l'élaboration d'un statut des communs, la question des droits qui doivent s'exprimer sur ce commun. Alors il y a toute une gradation des interventions possibles au titre de la délibération ou de la décision qui peuvent aller à minima du droit d'être informé, au droit de donner son avis, au droit de participer pleinement à la décision. Le principe de participation a été notamment conceptualisé dans le champ du droit de l'environnement et on s'est inspiré bien évidemment de ce terreau du droit de l'environnement pour réfléchir un peu à la façon dont ce droit de participation pourrait prendre corps dans ce champ des communs. Troisième instance, celle du contrôle. Et Judith, tu as rappelé effectivement la question des contours de cet intérêt, de la substance de cet intérêt commun, intérêt indivisible, et de la capacité de personnes qui n'ont pas nécessairement un intérêt direct à la chose d'intervenir pour la chose. Ils ont un intérêt non pas sur la chose, mais à la chose, à ce que la chose soit, sans nécessairement en bénéficier, en retirer une utilité directe. Donc on a travaillé sur ces différentes instances aptes à produire de la communalité et on s'est servi de ce matériau pour élaborer des propositions. Alors on s'est essayé dans cet exercice, c'est toujours difficile de passer d'un exercice de production d'une réflexion sur le droit à une tentative de fabrique du droit. On n'est pas toujours très à l'aise avec cet exercice-là. Mais on s'y est essayé avec toutes les fragilités de ces constructions lorsqu'on projette des choses qui ne sont pas encore véritablement mises en œuvre, mises en application. Donc on a essayé de travailler, ce que tu disais Judith, un socle commun de règles, une sorte de socle irréductible de communalité en deçà duquel on ne pourrait pas parler de communalité, évidemment. Et donc pour élaborer sur ce socle, on en a appelé à une figure, la figure du patrimoine commun. On s'est dit, voilà, on va travailler sur cette notion de patrimoine commun pour élaborer sur ce premier étage de règles communes à partir duquel pourrait se déployer toute une série de régimes spéciaux. Évidemment, on travaille sur une grande variété de communs qui ne sont pas régis par les mêmes règles, dans lesquels la question de la propriété se pose dans des termes très différents, dans lesquels le rôle de l'État aussi intervient différemment, mais on pourrait évidemment se poser la question de cette transversalité, de ce socle commun à partir de la notion de patrimoine commun. Alors pourquoi patrimoine commun ? On s'est dit que c'est déjà un mot qui est dans les textes. Et c'est déjà un mot qui a une charge transversale. On parle du patrimoine commun à propos de l'eau, du territoire, de la langue, des monuments historiques. Alors on ne dit pas patrimoine commun, le mot exactement, mais il s'agit bien de ça. Il s'agit d'un patrimoine collectif. On en parle évidemment dans le Code de l'environnement. Donc on s'est dit, il y a déjà un ancrage, une accroche dans les textes. Ça peut être intéressant de mobiliser ce terme-là. Alors on a quand même discuté patrimoine. C'était pas très confortable, patrimoine, tant ce mot renvoie aussi derrière à une certaine charge juridique, une référence à la propriété. Mais on s'est dit que l'argument de la présence dans les textes était quand même une chance de pouvoir investir quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on relie déjà à un certain nombre d'éléments communs. Alors, ce patrimoine commun, à quoi renvoie-t-il dans les textes ? Même si le rapport, je le disais, à la propriété varie dans ces différentes expressions, ce qui les rassemble, c'est la présence d'un intérêt partagé. Et cet intérêt partagé va se traduire juridiquement, peut-être pas par l'entrée de ce patrimoine commun, de ce vocabulaire, c'est-à-dire cette catégorie juridique de patrimoine, mais parce que dans ces différents champs, on va trouver de la contrainte, on va trouver des restrictions à la propriété qui se traduisent diversement par des servitudes d'utilité publique, par exemple, qui se coulent parfois dans la figure de la domanialité publique. Vous avez souligné, Madame la Présidente, ses limites, mais le fait est que c'est aussi une des traductions du commun, bien entendu, au travers de du critère de l'affectation publique.
Donc sous cette étiquette, parce qu'ils sont marqués par une dimension collective, les éléments ainsi désignés vont recevoir une attention particulière du législateur et du juge à des degrés variables. Pour autant, c'est une notion, la notion de patrimoine. Alors, c'est patrimoine commun de la nation. On a laissé tomber la nation voilà. Je disais que c'était là encore un mot un peu encombrant et un peu décalé si on parle des communs de la formation, de patrimoine commun de la nation. Donc, patrimoine commun, c'est vrai que en soi, aujourd'hui, ça n'est pas une catégorie juridique, c'est plus une signalétique peut-être, ou quelque chose d'ordre symbolique, encore que les juges belges l'ont investi. Il est dans les mêmes termes formulés dans le code de l'urbanisme wallon, et on l'a utilisé pour admettre l'intérêt à agir assez largement. Ça rejoint un petit peu l'idée de l'intérêt du fût, encore que le juge belge contient quand même un petit peu. Il faut que cet intérêt soit caractérisé. C'était une historienne s'intéressant au patrimoine. Donc, non seulement on accueille l'action, mais on accueille l'intérêt à défendre. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à annuler le permis de construire qui organisait un plan de développement sur un site de grande valeur. Alors c'est un site qui est protégé par toute une floraison de lois patrimoniales, donc il y a derrière du lourd, j'allais dire, dans la protection du commun, mais c'est quand même un bel investissement d'une notion dans les textes qui, a priori, est là simplement pour signaler quelque chose. Voilà, donc alors c'est une ouverture que la veine de l'interprétation. Nous avons proposé dans notre rapport d'élaborer une figure juridique plus bordée de cette catégorie du patrimoine commun. Voilà, je vous remercie. Bien, merci de nous faire découvrir cette plongée dans les biens communs. Et sans transition, je passe la parole à Noé Wagner, et puis nous discuterons plus longuement une fois que tous les intervenants de la table ronde se sont exprimés. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je m'associe de façon générale aux remerciements qui ont été énoncés par Judith Rochefeld et Marie Cornu. Alors, je vais tâcher, moi, d'ajouter quelques éléments à ce qu'elles ont dit, à partir de l'idée que dans toute cette histoire, on a d'abord un problème de grammaire juridique, à partir duquel, effectivement, on peut identifier des évolutions possibles et peut-être souhaitables. Alors, pour cela, je commencerai par repartir d'une idée très simple, vraiment une des idées très simples dont on a tiré le fil dans notre recherche, qui est, pour le dire de façon très générale, les relations que l'on a aux choses, ou plutôt les relations qu'on a entre humains à propos des choses, sont, y compris sur le plan juridique, et c'est cela qui nous intéresse, beaucoup plus riche que ce que la propriété veut bien en dire. De sorte que, avant même de se lancer dans la définition des biens communs, et a fortiori avant même de construire des nouveaux édifices juridiques, on a, c'est vrai, une responsabilité première, au sens de chronologiquement première, qui est de mieux décrire la part, c'est ce qui vous a été dit et par Judith et par Marie, de mieux décrire la part, en fait, d'ores et déjà communalisée d'un assez grand nombre de choses qui nous environnent. Et si on doit mieux décrire ça, c'est précisément parce que la piètre qualité de nos descriptions les plus ancrées, c'est-à-dire celles qui partent de manière bien trop facile de la propriété d'abord pour penser ensuite et depuis l'extérieur seulement ses limitations, n'est pas satisfaisante et a quelque chose d'ailleurs d'indiscutablement idéologique. Alors c'est vrai aussi que cette part communalisée, elle est parfois bien cachée sous plusieurs couches de concepts juridiques qui sont assez durs à déplacer. Alors si on prend, pour retenir un exemple d'objet partagé mais particulièrement peu spectaculaire, et qu'on catégorise justement pas forcément, c'est en cela qu'il est intéressant, parmi les biens communs, si on prend l'aspect extérieur d'un immeuble, sa façade qui donne sur la voie publique, et que celle-ci, cette façade, est modifiée
transformés, peut-être même démolis, il est sûr qu'on a aujourd'hui les plus grandes peines à sortir en droit français du seul face-à-face entre le propriétaire et la puissance publique. Et en l'occurrence, la puissance publique telle qu'elle se manifeste dans l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme. Au sens où toutes ces personnes qui, dans la vie de tous les jours, jouissent de cette façade, ne serait-ce que parce que cette façade se trouve dans l'horizon de leur regard. Tous ces gens dont cette façade est constitutive de l'espace urbain qu'ils partagent et qui est donc le leur ville. Eh bien, tous ces gens-là, ils ne peuvent aujourd'hui protester de ce qu'on leur retire de leur ville lorsque cette façade disparaît. Ils ne peuvent s'offusquer de ce droit dont on les dépossède lorsque cette chose-là qu'ils côtoient au quotidien n'est plus, qu'en opérant une sorte de transcodage assez brutal de leur rapport à cette chose. Pourquoi je dis transcodage ? Parce que leur dépossession ne pourra s'exprimer sur le plan juridique que par des détours, au sens où elle ne pourra s'exprimer principalement qu'en actionnant, par exemple, les ressources du droit de l'urbanisme, pour espérer trouver une illégalité objective, d'abord, contre laquelle ils vont aussi espérer ensuite se voir reconnaître un intérêt à agir, ou autre possibilité par laquelle ils vont pouvoir essayer de travailler en exprimant leur désaccord avec l'autorité d'urbanisme lors des élections municipales suivantes. Ce que je veux redire par là, et je suis bien conscient que c'est assez trivial, c'est qu'on n'est quand même pas très bon en droit français, y compris en droit administratif, pour exprimer juridiquement des rapports collectifs aux choses, et peut-être qu'on est de moins en moins bon à ce niveau-là, qui sortent de l'opposition entre le propriétaire et la puissance publique, qui s'extirpent de ce face-à-face qui écrase pour arriver à prendre au sérieux, et déjà en amont justement, c'est là d'où tout part, à dire toutes ces formes de dépossession d'objets partagés que vivent tous ceux et toutes celles qui ne sont ni des propriétaires ni de la puissance publique. Alors, ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'on ne sait certes pas très bien dire cela en droit, on ne sait pas très bien dire comment on partage des biens autrement que par des accords de volonté entre personnes égales ou par un choix souverain de la puissance publique, mais ce n'est pas non plus qu'il n'y a rien juridiquement aujourd'hui, puisque, et là je tire ce qu'ont dit et Judith et Marie, puisque notre droit fourmille au contraire de vecteurs juridiques grâce auxquels des tiers peuvent s'immiscer dans la relation propriétaire et puis la perturber, sur le modèle de mon exemple de la mobilisation par des collectifs du droit de l'urbanisme devant le juge administratif pour protester d'une disparition d'une façade de leur ville, qui est bien une manière de lutter contre la dépossession d'un bien commun dont on fait tout néanmoins pour qu'elle ne soit pas pensée comme telle. De sorte que, parce qu'on ne veut pas perturber la pureté de la relation propriétaire, qui veut que si des tiers, qui veut que des tiers peuvent avoir des droits à faire valoir sur la disparition d'une chose, mais de manière parfaitement incidente, à l'occasion d'un recours, par exemple en excès de pouvoir, pour reprendre mon exemple, mais en revanche n'ont aucun droit à faire valoir directement sur la chose elle-même. Autrement dit, ces tiers-là n'ont au mieux que des utilisations stratégiques qui leur permettront de peser sur quelque chose dont pourtant, objectivement, ils sont bien dépossédés puisqu'ils partagent le quotidien de cette façade. Et c'est donc une vraie tension dans la propriété qui est difficilement tenable, évidemment, lorsque les choses se corsent, et en particulier en matière environnementale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a bien dans notre droit 1000 façons d'ouvrir la relation propriétaire qui permettent d'avoir, pour des communautés, leur mot à dire sur le sort de ces choses, mais qui sont des vrais détours, presque des hypocrisies, pour ne pas s'engager sur la voie de la verbalisation juridique de ce rapport aux choses, et donc sur la voie de la verbalisation lorsque
ces relations aux choses sont rompues d'une forme de dépossession. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que, c'est ce qu'on a réalisé dans ce travail, c'est que c'est un travail phénoménal de décrire toutes ces formes détournées qui réalisent d'ores et déjà, sans le dire, l'accès, l'ouverture, le non-exclusivisme de la propriété. Et si c'est un travail phénoménal, c'est parce que ces voies détournées, elles sont peu cohérentes, dispersées, mal faites, à la merci de la créativité des personnes qui voudraient bien s'en saisir. Par contre, il est sûr que c'est de meilleures pratiques, ne serait-ce que sur un plan scientifique, de partir des descriptions de ces voies détournées plutôt que de partir du droit de propriété, qui est certes volumétriquement central, qui est historiquement peut-être au cœur, mais qu'on doit absolument refroidir parce qu'il ne raconte qu'un bout de l'histoire et un bout bien précis. Et se concentrer sur celui-ci seulement, évidemment, c'est passer tout de même à côté de beaucoup de choses et de beaucoup de détails. Ceci étant dit, il y a forcément un petit côté hors sol ou intellectualiste que de dire que notre problème principal, ce sont nos grammaires juridiques qui nous empêchent, ne serait-ce que de dire cette part communalisée des choses et de sous-entendre par là que si cette part communalisée est déjà là mais peine à s'exprimer, il suffirait d'être un peu plus stratégique, un peu meilleur lecteur, un peu plus créatif pour que la dimension inclusive et ouverte déjà là de nombre de choses soit mieux identifiée et puis mieux défendue. Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste un problème de lecture, il y a bien sûr énormément de choses qu'on pourrait modifier ponctuellement, c'est-à-dire objet par objet, en faisant du sur-mesure pour défendre leur communalité, instance par instance, celles qui ont été présentées par Judith et Marie, au niveau de l'ouverture de l'instance de délibération, au niveau de l'ouverture de l'instance des bénéficiaires, au niveau de l'ouverture de l'instance de contrôle, mais peut-être serait-il plus ambitieux et même peut-être plus logique en fait en termes de démarche, de commencer par réfléchir à un droit commun des biens communs, puisque c'est finalement une des pistes aussi que vous avez évoquées, Madame la Présidente, qui serait constitué de ce socle minimal, ce régime primaire dont on peut identifier, dont on a identifié dans le rapport un certain nombre des fonctions en matière de conservation, de participation, d'information, etc., mais dont la fonction charnière, dont la fonction centrale serait déjà, et on insiste là-dessus dans le rapport, d'empêcher les renfermements, c'est-à-dire les reculs dans l'état atteint de l'ouverture de ces choses, dans les reculs, dans le niveau atteint de l'ouverture telle que celle-ci se pratique aujourd'hui. Et forcément, dans ce cas-là, on en revient à notre travail initial, qui est celui d'une cartographie. Il y a des seuils aujourd'hui atteints d'ouverture qu'on ne dit pas très bien, sur lesquels, à tout le moins, on pourrait se mettre d'accord qu'on ne peut pas revenir dessus, et là-dessus, on revient sur des choses en fait extrêmement banales. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet, c'est ce qu'on appelle le principe de non-régression, c'est ce qu'on appelle donc figer à un moment donné, ou en tout cas rendre plus compliqué les éventuelles formes contemporaines d'enclosure qu'on peut avoir sur des choses qu'on a décidé de maintenir ouvertes. Alors les rendre plus compliqués, c'est déjà les procéduraliser, c'est les pluraliser, bien sûr, c'est-à-dire mettre en place un ensemble d'éléments qui font que toutes les voix au moins, y compris celles des gens qui tous les jours voient cette façade dans la rue, aient droit de cité dans ce processus. Je vous remercie. Madame Sonia Geneviève-Wagner. Je vous remercie. Bonjour à tous. Et merci à l'IERDJ et à la Cour administrative d'appel pour cet accueil. Alors, il m'appartient donc de faire le lien entre ces recherches qui sont menées sous l'égide
de l'IERDJ sur les droits des biens communs et sur l'étude que nous avons produite sur le droit des générations futures. Comme l'a rappelé la directrice de l'IERDJ, l'Institut avance sur deux jambes. D'abord sur la recherche fondamentale, qui est produite sur un temps long, et également sur des réflexions qui sont menées sur un temps plus court et qui réunissent des chercheurs, des universitaires, des praticiens du droit qui, ensemble, explorent des thématiques prospectives, des thématiques qui sont porteuses d'avenir pour le droit et pour la justice et qui sont aussi le signe d'évolution sociétale marquante. Alors, pour cette première étude de l'Institut, quelle thématique plus prospective que le droit des générations futures? Nous avons travaillé dans ce groupe de réflexion d'avril à octobre 2022 et nous nous sommes appuyés donc sur des recherches, sur des auditions et sur des auditions et sur notre réflexion propre. Et nous avons souhaité placer cette étude sous l'égide marquante de Mireille Delmas-Marty, puisque nous avons placé en exergue de notre étude une citation qui évoque les forces imaginantes du droit, considérer le droit non pas comme un édifice immuable, mais comme un processus évolutif qui appelle à réinventer des modèles. Et je crois qu'il est intéressant de rappeler succinctement comment cette réflexion est née. Lors de la cérémonie de lancement de l'Institut au Conseil d'État, à la fin du mois de novembre 2021, le président du Conseil constitutionnel nous a dit « Lorsque je rencontre mes homologues aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? Mes homologues des autres cours constitutionnelles, et notamment des cours constitutionnelles européennes, de quoi parle-t-on ? Eh bien, nous parlons des générations futures. » Du contentieux qui émerge et de ce que cela implique pour notre droit constitutionnel et puis pour nos systèmes juridiques plus largement. Et ce qui est intéressant, précisément, c'est de voir un contentieux qui émerge et de voir du droit en train de se construire par la justice. Donc, nous avons tiré le fil des actions en justice et puis en chemin, nous avons rencontré les biens communs, évidemment. Et je vous propose, dans le court temps qui m'est imparti, très simplement de décrire à très grands traits l'étude que nous avons menée sur le droit des générations futures, cette notion passant d'une juridicisation progressive à une juridictionnalisation, et puis dans un second temps de dire peut-être quels peuvent être les points communs entre ces deux notions de génération future et de bien commun. Donc sur ce premier élément, la juridicisation progressive de la notion de génération future, qu'est-ce que sont les générations futures? Une notion assez floue, puisqu'on évoque peut-être des descendants proches ou lointains, des descendants que nous connaîtrons, nos enfants, nos petits-enfants, ou alors cette humanité qui a été mentionnée de façon plus large et dans un avenir parfois très lointain. Et cette notion de génération future, sans faire une généalogie très longue, eh bien, on constate que à la période des Lumières, elle prend un tour petit à petit davantage juridique. Alors, des naturalistes l'utilisent, comme Buffon, mais dans la communauté des juristes qui est la nôtre, Condorcet la développe. Et il la développe notamment pour construire cette constitution qui n'est jamais entrée en vigueur, celle de 1793, dans laquelle on trouve l'article 28. Et l'article 28 dispose « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. » Donc on est dans l'esprit des Lumières, celle de la prévalence de la liberté et de la liberté individuelle. Donc, si je continue cette histoire très rapide, je dirais qu'au cours du XIXe siècle, la notion est utilisée par des économistes comme Say sur la notion de dette publique, et on voit apparaître une première volonté de préservation de l'environnement qui nous occupe très largement aujourd'hui, avec l'intégration de cette notion de génération future dans les législations des parcs nationaux, et notamment des parcs nationaux américains, législation de 1916, cette volonté de préservation des générations futures est explicitement mentionnée.
Et puis, autre tournant majeur, la Seconde Guerre mondiale, où là, je dirais qu'on passe à une autre échelle et à une autre préoccupation, pour ne pas dire une autre angoisse, celle de la possible disparition de l'espèce humaine, avec bien évidemment le choc de la Shoah, mais aussi le choc lié à l'utilisation de l'arme nucléaire et de l'arme nucléaire contre des populations civiles. Et cette crainte de la disparition de l'humanité, c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui dans la question environnementale, puisque à partir des années 70 notamment, la question qui est au centre des esprits, c'est celle de l'habitabilité de la Terre. Et aujourd'hui, on peut dire que la notion de génération future, bien sûr, s'applique à divers champs, par exemple celui de la génétique, celui de l'économie, un champ culturel, mais si l'on en revient à la préoccupation qui était la nôtre, qui est celle des actions en justice, eh bien, on a pour l'essentiel des actions qui sont des actions autour de l'environnement et de la préservation de l'environnement. Alors j'en viens justement à cette juridictionnalisation que je mentionnais. La notion de génération future est utilisée dans des actions en justice par une société civile qui se mobilise et qui l'utilise pas par hasard, mais à dessein, avec d'autres notions combinées. Une société civile qui utilise, pour reprendre l'expression de Liora Israël, l'arme du droit. Donc ces notions-là, elles sont étudiées, analysées, notamment par des centres de recherche internationaux. Ces actions, en particulier dans le monde anglo-saxon, sont aussi appuyées par des fonds. Et donc parce qu'évidemment ça coûte de l'argent de mener des actions en justice sur le long terme, et les moyens sont combinés entre eux. Je dirais que ce sont des moyens utilisés tous azimuts pour s'offrir les meilleures chances d'aboutir. Mais au-delà même d'un objectif évidemment recherché, qui est celle de faire condamner éventuellement les États pour leur inaction ou leur mauvaise action, et de plus en plus les entreprises multinationales, ce qui est recherché à travers l'action en justice, c'est de transformer le tribunal en une tribune, et donc de conscientiser à la fois l'ensemble de nos concitoyens et de conscientiser peut-être une avant-garde qui serait les juges, d'ailleurs qu'il s'agisse de juges constitutionnels, de juges administratifs ou de juges judiciaires en matière civile comme en matière pénale. Donc on a une stratégie qui est développée et dont on peut dire qu'elle porte d'une certaine façon ses fruits, parce qu'on a un certain nombre de dispositions que Judith Rochefeld appelle de façon très juste les grandes audacieuses. Elle a mentionné la décision qui est en quelque sorte le point de départ de notre réflexion, puisque c'est celle que visait le président du Conseil constitutionnel, qui a beaucoup marqué les cours et le Conseil lui-même. C'est cette décision de la Cour de Karlsruhe de mars 2021, où le juge allemand s'appuie sur une disposition constitutionnelle qui est l'article 20, qui indique effectivement qu'il faut prendre en considération les intérêts des générations futures et pas seulement ceux des générations présentes. Et ce juge allemand n'a rien moins qu'annulé la loi climat allemande de l'époque totalement. Le législateur a repris totalement son ouvrage sur la base de cette décision. Et puis on peut en citer d'autres. Judith a également mentionné en 2022, et on peut penser que les juges se parlent et s'inspirent les uns les autres, en 2022, la décision de notre Conseil constitutionnel au mois d'août, qui pour la première fois de cette façon s'appuie sur la charte, alinéa 7 de la charte de l'environnement, et qui lui aussi pointe dans cette affaire de méthaniers flottants l'intérêt des générations futures. Mais avant cela, il y avait d'autres décisions importantes qui sont des décisions pionnières. En Europe, vous avez tous entendu parler évidemment de la décision néerlandaise Urgenda, et encore avant, et je pense que c'est intéressant de le mentionner, des décisions qui en réalité viennent du Sud. Ces décisions pionnières qui s'appuient sur les générations futures viennent du Sud, notamment d'Amérique latine, Colombie 2008, Brésil, et puis encore de façon plus précoce, les Philippines à la fin des années 90.
Donc voilà, brossé à très grands traits, ce que nous avons étudié dans ce travail, avec le souci d'aboutir, alors non pas à des propositions, comme le disait Marie Cornu, parce que c'est vrai que c'est délicat. On s'est interrogé, sommes-nous une inspection, sommes-nous la Cour des comptes, comment faire pour suggérer, et c'était d'autant plus difficile que finalement nous nous adressions à des praticiens, et nous nous adressions peut-être au premier chef à des juges pour qu'ils puissent réfléchir. Et donc nous ne nous sentions pas autorisés à leur dire comment faire pour intégrer ce concept dans leur réflexion. En revanche, ce que l'on fait dans cette étude à la fin, c'est de leur suggérer des pistes pour approfondir les différentes notions et les différents concepts que nous avions dégagés. Alors, que dire de la façon dont les générations futures et les droits communs s'articulent? On peut dire peut-être d'abord que ce sont des notions qui, à l'origine, ne sont pas à proprement parler juridiques et qui sont des notions qui sont critiquées. Pas juridiques, je crois que ça a été souligné, ce sont des notions floues qui apparaissent en tout cas pour les générations futures dans un langage politique peut-être ad nauseam. C'est une notion qui est évocatrice, c'est une notion qui est inspirante et que l'on retrouve sans cesse et pour laquelle on ne se dit pas spontanément qu'il s'agit d'un objet juridique. Et pour l'autant, ce sont des notions qui sont en train de devenir, qui deviendront peut-être des objets juridiques précis et dont s'emparent ou s'empareront les juges. Et puis des critiques, Judith Rochefeld a mentionné cette critique qui consiste à dire que la notion, par exemple, de bien commun pourrait être liberticide. On pourrait mentionner une autre critique, celle du caractère anthropocentré ou excessivement anthropocentré des notions. Évidemment, pour les biens communs, pas y revenir, mais on pense des biens par rapport à une communauté qui est une communauté humaine par essence et pour notamment l'usage de cette communauté humaine. Et il est évident que les générations futures, quand on parle de générations futures, on pense à des générations humaines qui se succèdent et que l'on souhaite préserver. Alors on a essayé de répondre sans trop approfondir à ces critiques en se disant que finalement nous construisons du droit pour faire en sorte qu'il soit efficace, notamment dans une optique de protection, et que cette notion-là de génération future, elle était suffisamment inspirante pour qu'on puisse s'en emparer et construire autour, et que d'autres notions qui sont tout aussi intéressantes et valables, notamment celles qui consisteraient à faire des éléments naturels des sujets de droit, sont davantage éloignées de notre système juridique, et il se trouve que ça n'est pas pour rien si la société civile qui souhaite mener des actions s'arrime à ces notions-là, c'est en se disant qu'elles seront sans doute plus parlantes, notamment pour les juges. Ce que l'on peut dire, au-delà de ces critiques et de la définition de la notion, et pour terminer, c'est que ces notions, si j'utilisais un vocabulaire mathématique et si je pensais qu'elles étaient des cercles, eh bien elles auraient une aire commune. On voit bien les aires de frottement, si je puis dire, entre les notions. Elles ont été mentionnées. Il y a d'abord une communauté, cette communauté humaine, que l'on peut penser en termes quasiment familial, de succession. On est dans un vocabulaire patrimonial. Le patrimoine commun, on le retrouve aussi dans la réflexion sur les générations futures. On peut citer par exemple Edith Braun-Weiss, qui est la pionnière en quelque sorte du droit des générations futures, juriste américaine, qui utilise une autre notion commune qui est celle de public trust, et qui dit, en 1984, dans un article fondateur de Planetary Trust, qu'elle construit une théorie de la transmission d'un héritage commun en matière environnementale au profit des générations futures, et elle s'appuie sur le droit des trusts pour dégager des principes normatifs d'équité intergénérationnelle. Alors je terminerai là pour laisser la place au débat en disant, puisque Judith et Marie mentionnaient la question de la gouvernance, que deux choses. On peut passer de façon intéressante, lorsqu'on s'intéresse à ces concepts, de la notion de procès, d'action en justice et de droit, à celle de politique et d'institution, puisque tout cela, évidemment, s'interpénètre et que l'on constate qu'en parallèle de ces actions en justice, et peut-être aussi parce qu'il y a des actions en justice, il y a une réflexion institutionnelle qui se développe avec des objectifs de gouvernance meilleurs pour le lointain, avec la mention
je l'ai déjà fait, des constitutions, et il y a dans plus d'une 50aine de constitutions partout dans le monde une référence aux générations futures. Et je disais à Judith Rochefeld tout à l'heure que j'avais lu récemment une tribune qui appelait à la constitutionnalisation des biens communs. En tout cas, cet instrument-là, il est efficace pour que les juges prennent appui dessus pour créer une catégorie juridique. Et puis, une réflexion sur les institutions mêmes, avec par exemple des réflexions en France sur la création d'une assemblée du futur, qui a donné lieu d'ailleurs à un projet récent de réforme constitutionnelle qui n'a pas abouti, de transformation du Conseil économique, social et environnemental en chambre du futur, et puis cette institution qui a été déjà évoquée par Edith Brown-Weiss, qui est celle de l'ombudsman ou du défenseur ou du protecteur, et Mireille Delmas-Marty, puisque j'ai commencé par elle, je finirai par elle, qui mentionnait elle-même cet ombudsman qu'elle définissait à la fois pour les générations futures et pour les biens communs. Je vous remercie. Merci pour cette mise en perspective vers le futur et ces premières présentations qui nous permettent déjà d'entrer très directement dans le vif du sujet. Alors, y a-t-il des questions dans la salle pour nos intervenants? Oui. Oui, Béatrice Mezzini, CNRS. Pourquoi ne pas aller à ce moment-là carrément vers la relativité du droit de propriété? Il y a eu 2 tentatives constitutionnelles en France. Je renvoie à la thèse de Xifaras. Voilà. C'est pas une perspective pour vous de relativiser le droit de propriété en le conditionnant à ses usages, notamment pour essayer d'écarter un peu l'abusus. Alors, on va prendre l'ensemble des questions et ensuite chacun répondra. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui permettraient à nos intervenants de développer Bon, rapidement, c'est plus une réflexion. Patricia Benizet-Charon, maître de conférence à Aix-Marseille. Vous avez parlé de fiction de la propriété, notamment de la notion d'inclusivité. Peut-être on pourrait également évoquer la fiction des communs et le fait que les communs, ça n'est pas que l'inclusivité. Il y a aussi de la présence de l'exclusivité dans les communs, et notamment dans les travaux d'Elinor Ostrom. Et bon, c'est juste notamment quand on lit certains, par exemple dans les communaux au Moyen-Âge, on trouve cette présence de l'exclusivité qui est quand même assez marquante, notamment le fait que ça concerne qu'une communauté, que la communauté villageoise d'à côté n'est pas concernée. Donc voilà, réintroduire également cette notion pour ne pas forcément en avoir une vision idyllique. Tout à fait. Madame la Présidente. Merci. Un petit commentaire plus une question. Vous avez interpellé à juste titre au début en parlant du caractère liberticide qu'il pouvait y avoir derrière tout ça. C'est pas le droit de propriété qui m'inquiète, parce que quand même on est bien placé pour savoir qu'il est déjà profondément, quand même, il est loin d'être un droit absolu. Ce qui m'inquiète un tout petit peu quand même, c'est la déconstruction auquel cela aboutit de notre conception de la démocratie politique. Ce qui m'a un peu frappé, alors j'ai bien entendu que c'était une boutade, Madame Cornu, mais ça m'a quand même frappé comme boutade, c'est on a laissé tomber la nation. Et laissé tomber la nation me paraît quand même pas complètement anecdotique, compte tenu à quel point le terme qui est revenu dans le propos de ce matin, c'est le terme communauté. Or, ce terme communauté, moi je trouve, alors outre que dans un tout autre champ de la réflexion dans notre République française laïque, est un terme qui est complètement honni et prohibé, il m'interroge quand même sur sa définition en termes de démocratie politique. Parce qu'une communauté, d'abord, il faut la délimiter.
et c'est loin d'être simple, me semble-t-il. Et d'autre part, cette communauté, on présuppose beaucoup dans vos propos qu'elle aurait des intérêts nécessairement convergents. Or, comme toute communauté, qu'elle soit nationale, locale, etc., elle va aussi avoir des intérêts contradictoires. Et la deuxième chose qui m'a fait un peu réagir, c'est les propos de M. Wagner, quand il en appelait à une triangulation autre que l'opposition entre le propriétaire et la puissance publique. Ça participait complètement de l'idée que la puissance publique n'était pas non plus le siège démocratiquement construit de la recherche des intérêts, de la conciliation des intérêts contradictoires de la société dans son ensemble. Alors, je suis une juge administrative qui n'est quand même pas complètement naïve. Je sais bien que la puissance publique n'est pas toujours le siège démocratiquement construit de la conciliation de ses intérêts, mais je suis quand même une juge administrative qui a du mal à se départir que la puissance publique ne puisse quand même pas être compris et conçue principalement comme cela. Alors, une dernière question. Bonjour, Sébastien Bécu, avocat en droit de l'environnement. J'ai une toute petite remarque. Moi, je travaille en ce moment sur le référé liberté-environnement et le bilan de la première année. Et j'ai remarqué que donc, le Conseil d'État a ouvert cette possibilité pour donc, le référé liberté-environnement en matière d'atteinte à l'environnement. Et la principale limite dans l'application, la première année, c'est finalement le critère de la situation personnelle du requérant, qui doit être directement et gravement affecté par l'atteinte. Et lorsqu'on lit les conclusions du rapporteur public, on remarque que finalement ce qui restreint l'ouverture du prétoire, c'est la nécessité de ne pas perturber le fonctionnement de la juridiction administrative. Donc je voulais peut-être avoir votre réflexion sur ce point-là, qui est peut-être un peu plus terre à terre, mais qui me semble, en tout cas aujourd'hui, ne pas permettre l'ouverture complète de ce référé qui est très intéressant. Bien, merci. Alors afin de laisser à nos intervenants le soin de répondre aux questions, une dernière question. Bonjour, Nina Weber, doctorante à l'Université d'Aix-Marseille. J'ai une question et une remarque. Concernant ma question, je voulais savoir notamment par rapport à l'articulation entre commun et propriété, par rapport aux travaux de Sarah Van Uxen sur les milieux et les communs comme milieux. Est-ce que vous l'avez intégré à votre réflexion et de quelle manière vous avez pu articuler cela, parce que j'avais trouvé très intéressant ces travaux-là. Et comme remarque par rapport au caractère liberticide des communs, j'ai l'impression, enfin pas des communs, mais des législations potentielles sur les communs, j'ai l'impression qu'il y a là aussi un changement de paradigme potentiel, dans le sens que, par exemple, si on pense aux communs naturels, le fait de les préserver peut au contraire cultiver notre liberté, puisque cultiver notre survie et d'autres droits fondamentaux. Donc il y a peut-être un changement sur la définition même de la liberté qui pourrait être intéressant. Je vous laisse répondre. Bon, on peut passer la journée à répondre à ces questions, donc je me lance sur certaines. Une première réponse qui est de clarification. On n'a pas parlé de commun pour l'instant. D'accord ? J'ai parlé dans certains intérêts du fait que ça pourrait être de gouverner davantage pour des citoyens la chose, mais ce n'est pas de commun dont on a parlé pour l'instant. Donc on s'est inspiré effectivement de certains apports comme le faisceau de droit, mais si on parle des communs, de leur intérêt divergent, de leur caractère exclusif ou fermé, etc., on peut en discuter des heures, on en discutera, mais c'était pas ça exactement le sujet. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça n'est qu'une partie du sujet qui tomberait sous le commun. Alors, la question sur la puissance publique est absolument passionnante. Évidemment, il ne s'agit pas de disqualifier, à mon sens, enfin, je laisserai évidemment parler les connaisseurs, la puissance publique en tant que protectrice de l'intérêt général qui peut être précisément un intérêt de préservation, par exemple, de biens culturels ou environnementaux. Il s'agit d'ouvrir davantage, quand il s'agit de l'intérêt général, à d'autres dans une démocratie plus participative. Alors oui, il y a bien sûr un sous-jacent politique qui est que si on accepte de faire participer des citoyens, il y a
un sous-jacent aussi et de conscientisation et de participation plus large à la mission de la puissance publique aussi. Alors il y a d'autres conceptions, hein, là je ne donne que la mienne, il y a d'autres conceptions d'élimination de l'État ou de la puissance publique, je ne me place pas du tout dans celle-là, et ça, je ne parle que de mon point de vue. C'est une première réponse, c'est enrichir cette, je dirais, cette conscience des intérêts de préservation, d'usage et de participation. Ça peut être fait dans une certaine conception de l'intérêt général et de la puissance publique, mais ce qui est effectivement, et je rejoins tout à fait votre point, c'est l'un des points avec la propriété et sa construction depuis l'époque révolutionnaire, c'est que ce dont on parle aussi sont des sujets tout à fait honnis. La communauté, pour des très bonnes raisons, a été un cadre structurant, hyper autoritaire et qu'on a rejeté, bien sûr. Mais ce sur quoi on a tiré l'attention, c'est que désormais, il y a des cercles concentriques dont il faut prendre conscience, qui sont des communautés mondiales, réceptionnées par le juge judiciaire. Moi, je suis bien placé pour en parler, puisque j'analyse toute la journée les procès climatiques. Dans les procès climatiques, il y a une relocalisation du global, au sens où, devant le juge national, et notamment administratif, qu'est-ce qu'on fait? On parle du mondial, à partir de sa fenêtre nationale. Mais on parle du mondial et de la communauté mondiale, et elle s'est structurée scientifiquement, en expertise, en argumentation juridique, comme une communauté mondiale à partir de 92 et même avant, parce qu'il y a des institutions mondiales qui, devant la tragédie des communs, donc je rejoins les intérêts divergents, bien sûr, c'est pas une recette magique de dire qu'il y a un intérêt commun. Bien sûr, il y a des intérêts divergents. Et bien sûr, il y a la tragédie des communs. Voilà, ça ne veut pas dire que parce que pour l'instant ça n'est pas efficace, et puis il y a des, je dirais, des arguments assez porteurs en ce moment, notamment dans le champ climatique, qui montrent qu'on tire ces arguments pour en faire des principes d'action et pour construire un intérêt commun et pour rappeler aux États qui ne l'entendent pas toujours l'intérêt commun. Il y a des principes qui vont vers, je dirais, cette construction d'intérêts convergents, pas suffisamment rapidement et pas suffisamment convergents. Ce que je veux vous dire, c'est que pourquoi on est obligé d'introduire des cercles concentriques qui dépassent l'intérêt national, c'est parce qu'il y a des intérêts mondiaux et il y a aussi des intérêts infranationaux. On a complètement occulté, par exemple, dans l'article 542, les biens communaux, en faisant des biens des collectivités territoriales. Il y a une autre lecture possible, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas une... Dans nos propos, mais je vais laisser parler les autres, hein, ça n'est absolument pas une attaque de la puissance publique ou de l'État, mais c'est aussi un rappel à l'État qui se révèle nécessaire actuellement, dans son rôle de protection des grands communs mondiaux, par exemple. Je laisse peut-être... Non, ça sera très rapide parce que je réagissais notamment à la question sur le référé liberté-environnement, sur lequel je ne me prononcerai absolument pas, mais ça m'a évoqué d'autres choses qui figurent dans l'étude sur la question plus générale de l'intérêt à agir. Et je rebondis tout simplement sur ce que disait Judith, c'est-à-dire que la question climatique est peut-être celle qui aujourd'hui bouscule le plus nos catégories classiques, et y compris d'ailleurs, je juge administratif, le juge judiciaire, pas suffisamment encore, et qui appelle à repenser les notions. Et là encore, lorsqu'on regarde ce qui se fait ailleurs, on peut être inspiré, et le juge néerlandais, lui, s'est emparé de la question et a mixé les intérêts, l'intérêt à agir des uns et des autres, et notamment pas seulement pour les citoyens nationaux, mais aussi pour ceux qui n'habitent pas aux Pays-Bas. Donc je pense que peut-être que la jurisprudence est amenée à évoluer en se fondant, en partant de la question climatique. C'est peut-être de celle-là qui secoue le plus nos habitudes de juges et de magistrats. Alors, je suis prise dans le dilemme du temps et de l'intérêt des questions, mais je choisis quand même l'intérêt de la question. Moi, je peux répondre très brièvement. Sur les deux premières interpellations, je vous avoue que je suis un peu perturbé puisqu'on a beaucoup passé du temps à relativiser le droit de propriété et
pour compléter la réponse qu'a fait Julie tout à l'heure s'agissant de la communauté fermée, on a effectivement, du commun fermé, on a effectivement, et on veille à maintenir bien distinct la question des communs et la question des biens communs. Néanmoins, il me semble que dans toutes les instances, par exemple, que Marie a décrites, précisément, l'enjeu c'est de savoir dans quelle mesure elles sont ouvertes ou au contraire fermées. Donc je pense que cette question-là, on l'a à peu près appréhendée. La question centrale de Madame la Présidente de la Cour administrative d'appel, s'agissant de la puissance publique, évidemment porteuse de l'intérêt général. Je pense quand même qu'on peut aller plus loin, au sens où la puissance publique, c'est certes l'instance de contrainte par excellence, de là d'où partent aussi beaucoup d'horreurs, mais également effectivement une organisation collective de la vie en cité, ça c'est tout à fait exact, et on peut même aller jusqu'à dire que l'État est... C'est justement un objet qu'on pourrait travailler tous ensemble pour voir les limites d'une affirmation de ce type, mais la tentative la plus aboutie de bien commun, au sens où le droit administratif lui-même organise, mais il est constamment pris dans des forces contraignantes et divergentes. Le droit administratif lui-même organise toute une forme d'inappropriabilité du pouvoir au travers de la théorie de la compétence, au travers de la théorie du service public, au travers de la théorie de la domanialité, etc., qui ne sont que des tentatives d'éviter la captation par quelques individus qui, précisément parce qu'ils sont en fonction à un moment donné, seraient propriétaires du pouvoir. Enfin, c'est toute l'histoire du droit administratif qui se joue précisément dans la tentation de ne pas patrimonialiser ce qu'on cherche à maintenir communalisé. Après, est-ce que ça fonctionne ou pas, c'est une autre question. Mais en tout cas, j'irai même plus loin de ce point de vue. État et bien commun, État comme bien commun, c'est en tout cas l'enjeu central. Sur le référé liberté-environnement, je laisserai les collègues de juridiction administrative répondre, mais c'est sûr que l'argument sur lequel il ne faut pas perturber le fonctionnement de la juridiction administrative écorche un peu les oreilles sur un enjeu comme celui-ci. C'est tout ce que je peux dire. Si c'est celui-ci qui est avancé. Oui, moi je voulais juste revenir sur votre remarque. Effectivement, ça paraissait un peu violent de dire qu'on avait laissé tomber la nation. C'était effectivement, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Il ne s'agissait pas de renverser la table d'un système politique fondé sur le principe de la démocratie, mais simplement de laisser tomber dans la locution patrimoine commun cette référence à la nation dans la mesure où il s'agissait dans notre réflexion de faire exister juridiquement un petit peu plus ce personnage du public, d'entendre davantage les aspirations au commun qui s'expriment dans la société civile de multiples façons et par des canaux dont Noé a tout à fait justement indiqué qu'elles s'expriment par des voies détournées. Donc prendre au sérieux ces aspirations au commun, et c'est vrai qu'elles s'expriment plus difficilement si on a pour point d'horizon cette question de la nation. Le public était endossé par la nation, effectivement, à la Révolution, mais bon, aujourd'hui, c'est plus l'État, la nation. C'est cet intérêt commun et beaucoup aspiré par le rôle dans un certain nombre de domaines, en l'occurrence très centralisateur de l'État. L'exemple des monuments historiques est un parfait exemple dans ce sens-là. Et donc l'idée, c'était quand même, et on le voit au travers de nos propositions, c'était de réfléchir dans la mesure, et Judith l'a dit aussi, où il y a ces aspirations communes s'expriment au niveau national, mais aussi au niveau, à d'autres niveaux infra ou d'autres niveaux supra-national, bien sûr. Alors, quelques secondes simplement pour dire que l'utilisation du concept de fiction, hein, il y a une petite provocation derrière. Moi, je n'ai pas parlé de fiction. Ouais, non. Non. Voilà, alors il y avait une volonté un peu de pousser le bouchon un peu loin pour espérer qu'on revienne à une juste distance. En écoutant Noé Wagner, je me suis dit que finalement, il y avait une figure qu'on connaissait assez bien sur la part commune et la part exclusive, entre guillemets, de la propriété, c'est le lot de copropriété. On fonctionne déjà sur cette dualité. Et alors ça fonctionne pas toujours bien, mais ça fonctionne, voilà. Donc effectivement, ce sont des champs qui sont déjà connus. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première table ronde. Merci à tous les intervenants. 10 minutes de pause maximum, et plutôt 5. Merci.